2 chiffres heurtés dans l'aube suffisent soudain à bousculer l'équation sahélienne que l'on croyait figée. En quelques heures, un écart longtemps dissimulé entre discours officiels et réalité opérationnelle se dévoile, forçant chancellerie et état-major à réécrire leurs certitudes les plus confortables. Pour le lecteur, que signifie réellement ce glissement silencieux, surtout depuis qu'Ibrahim Traoré apparaît dans les briefings comme le nom d'un point d'inflexion inattendu. Un basculement bref, tranchant, désormais impossible à ignorer, qui redéfinit la façon même d'interpréter ce moment critique pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel. Ce récit avance une promesse nette, comprendre, sans simplification, comment un choix militaire, en apparence technique, peut remodeler les équilibres d'un Sahel longtemps paralysé par l'inertie. Le bénéfice clé tient en 12 mots. Identifier comment une décision souveraine redéfinit les marges d'action réelles. Le cœur de l'enjeu apparaît dès que l'on observe l'écart massif entre 20 années de programmes internationaux restés sans effet tangible et l'impact immédiat provoqué par l'arrivée du nouveau matériel. Cette différence, presque dérangeante, pose le premier risque, celui de lire trop tard une dynamique déjà en mouvement, alors même que les calendriers diplomatiques continuent d'opérer au ralenti. Un second risque se superpose. Interpréter la transformation burkinabé comme un simple ajustement logistique, alors qu'elle déplace en profondeur les leviers de décision, les chaînes de confiance, et la manière dont les États du Sahel structurent leur sécurité collective. On peut alors se demander, presque comme un murmure analytique, si une seule variation technique peut vraiment dépasser 20 ans d'efforts et ce qu'elle révèle sur l'ordre ancien. La première révélation surgit d'un simple décalage numérique. Alors que des milliards avaient été investis sans résultat mesurable, l'arrivée d'un convoi blindé a produit en quelques heures un effet psychologique et politique plus profond que 2 décennies d'efforts internationaux. La seconde s'impose par un contraste immédiat. Ce mouvement bref montre qu'un seuil invisible vient d'être franchi, révélant une rupture que peu d'analystes avaient anticipée. Ce double constat éclaire tout le contexte burkinabé. Pendant des années, la sécurité du Burkina Faso reposait sur un assemblage de programmes fragmentés, de matériel vieillissant et de formations dispersées, incapables de réduire l'écart croissant entre discours institutionnels et réalité des villages. Les couloirs commerciaux se vidaient, les communautés rurales perdaient dignité et confiance, et les conférences internationales accumulaient les déclarations sans effet tangible. Plus le temps passait, plus l'écart entre intention et impact se creusait. C'est dans cette lassitude structurelle qu'intervient la rupture silencieuse. Pas de communiqué spectaculaire, seulement des véhicules modernes franchissant les portes du ministère de la Défense. À eux seuls, ils font émerger une idée longtemps étouffée, celle qu'un État sahélien peut agir sans attendre le feu vert d'un partenaire extérieur. Cette inflexion, presque administrative, a pourtant déclenché une onde immédiate dans les chancelleries de Paris, de Bruxelles et de Washington, où l'on tente de comprendre comment un pays réputé fragile a pu déplacer autant de lignes sans confrontation diplomatique ouverte. C'est dans cette brèche qu'Ibrahim Traoré s'impose comme figure de transition, non par la force du discours, mais par la cohérence entre décision et effets observables. Le fait qu'un simple ajustement de fournisseurs puisse réorienter une dynamique régionale oblige désormais observateurs et décideurs à relire tout le contexte sahélien. Si une décision souveraine peut produire un tel écart entre l'avant et l'après, qu'en serait-il d'un alignement volontaire entre États, partageant les mêmes vulnérabilités et les mêmes ambitions, notamment au sein du Mali ou du Niger? La compréhension du basculement burkinabé s'incarne d'abord dans une figure de terrain, un officier dont le parcours rend palpable ce que signifient au quotidien les premiers effets de la rupture stratégique. Avant l'arrivée du nouveau matériel, son unité dépendait de véhicules usés, souvent maintenus, en vie en démontant des carcasses inutilisables. Les opérations étaient ralenties par des autorisations lentes, une logistique incertaine et des outils dont la fiabilité restait aléatoire.
Tout change lorsqu'il reçoit les premiers VN-22B à Kaya, une ville stratégique du nord du Burkina Faso. Mobilité retrouvée, délai réduit, et surtout la conviction nouvelle que l'action ne dépend plus d'un appui extérieur imprévisible. Le second cas, plus discret mais tout aussi révélateur, concerne une équipe de patrouille opérant près des couloirs sensibles reliant le Mali au territoire burkinabé. Habitués à contourner de longues portions trop risquées, ses membres découvrent que les systèmes S5 ouvrent des itinéraires auparavant inaccessibles. Les communications internes se stabilisent, les temps morts diminuent et les rapports quotidiens notent une coordination plus fluide entre les détachements, même dans les zones où l'État n'avait plus exercé de présence durable depuis des années. Ces deux fragments, mis en parallèle, montrent que le changement n'est pas un slogan mais une expérience vécue. La montée en capacité ne s'opère pas par rupture théorique, mais par une addition de micro-gains accumulés dans les unités. Ceux-ci modifient la dynamique locale, renforcent la confiance interne et annoncent une reconfiguration plus vaste encore. En d'autres mots, de petits gains peuvent parfois déplacer tout un système. Tout commence par un geste volontairement silencieux, presque effacé, mais suffisant pour briser un automatisme vieux de plusieurs décennies. Avant, le Burkina Faso dépendait d'une logistique hésitante, de véhicules reconditionnés et d'une chaîne décisionnelle trop lente pour anticiper les menaces. Après, une simple colonne de système SR5 quitte les hangars de Narinko et rejoint Ouagadougou à l'aube, inaugurant une scène que peu d'analystes avaient imaginée possible. Le point d'allumage est brutal dans sa sobriété. Aucun communiqué, aucun signal diplomatique. Un convoi qui avance, lentement mais sûrement, sur les pistes poussiéreuses du Sahel. Pour les soldats, la différence saute aux yeux. Les silhouettes métalliques ne ressemblent à rien de ce qu'ils ont utilisé pendant des années. Pour les états-majors, le simple fait que ces véhicules arrivent sans validation extérieure remet déjà en cause de toute une architecture d'habitude. Dans les bureaux feutrés, on note une déviation du Burkina Faso hors de l'axe perçue comme immobile. La montée commence en quelques heures seulement. Les VN-22B testés autour de Kaya révèlent une mobilité que les unités locales n'avaient plus connue depuis longtemps. Les pilotes apprennent vite. Les suspensions sont calibrées. Les capteurs répondent. Les manœuvres autrefois impossibles deviennent exécutables. Les rapports internes s'empilent. Délai réduit, coordination accélérée, échanges plus nets. Ce ne sont pas encore des victoires, mais ce sont des preuves. Et dans cette région, les preuves valent souvent autant que les résultats. Le climax survient lors d'un exercice improvisé à Kaya. Un test simple, pensé pour mesurer la réactivité, devient un moment charnière. L'armée burkinabé montre qu'elle peut répondre en quelques heures à une situation simulée qui, auparavant, aurait nécessité plusieurs jours. Une onde circule immédiatement. Les partenaires extérieurs demandent des explications. À Bruxelles et à Washington, les notes internes évoquent une accélération inattendue. Dans un mémo européen, un officier résume d'une phrase « Nous avons sous-estimé la profondeur symbolique d'un simple convoi ». C'est ici qu'Ibrahim Traoré apparaît de plus en plus fréquemment dans les briefings, pas comme un symbole idéologique, pas comme une figure polémique, mais comme le point où se croisent décisions matérielles et faits observables. Son nom revient chaque fois que les analystes tentent d'expliquer comment une transition technique peut déplacer l'équilibre régional sans clash diplomatique. Les retombées sont lentes, mais irréversibles. Dans les villages du Nord, les habitants reconnaissent un son différent, preuve que les véhicules ne sont plus des carcasses réaménagées. Les marchés hebdomadaires recommencent à s'organiser. Les axes abandonnés retrouvent une circulation timide. Chaque geste est minuscule. Ensemble, ils forment une courbe ascendante. Dans les états-majors, la logique change aussi. Les ministères revoient leurs priorités. La maintenance se structure. La planification cesse de dépendre d'une validation extérieure systématique. Ce n'est plus un pays en attente. C'est un pays qui agit.
La séquence complète raconte une seule idée. Le basculement n'a pas été spectaculaire, mais il a été total. Le basculement burkinabé devient pleinement lisible lorsque l'on observe 3 indicateurs précis, chacun structuré selon la logique niveau de référence, écart, méthode désormais centrale dans l'analyse stratégique régionale. Ces données ne décrivent pas une victoire totale, mais elles révèlent une transformation mesurable, cohérente et difficile à ignorer. Elles montrent également comment, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une capacité souvent jugée théorique est devenue opérationnelle dans un pays longtemps dépendant d'aide extérieure. Temps de réaction. Niveau de référence. 112 OH. Écart. 18. Avant la réorientation, répondre à une alerte majeure nécessitait en moyenne 72 heures en raison de chaînes hiérarchiques dispersées et d'une mobilité trop incertaine. Après l'introduction et des systèmes modernes, les exercices internes établissent un délai réduit à 18 heures, une chute nette qui change immédiatement le tempo opérationnel. Cette réduction souligne un passage concret d'une réaction subie à une action maîtrisée, ouvrant une marge d'initiative longtemps manquante. Elle montre aussi que la fragmentation décisionnelle pouvait être corrigée par un ajustement technique ciblé. 2. Couverture territoriale. Niveau de référence, 40%, écart, 63%. Pendant des années, seuls 40% des zones rurales prioritaires étaient couvertes par des patrouilles régulières, en raison de distances trop longues et d'un parc automobile fragile. 3 mois après la modernisation, les rapports internes montrent une couverture effective atteignant 63%, dépassant pour la première fois en 10 ans la moitié des zones sensibles. Cette progression restaure une présence étatique perceptible dans des espaces où l'administration n'était plus visible. Elle indique également que la combinaison mobilité-fiabilité constitue une avancée déterminante pour stabiliser les marges du Burkina Faso. 3. Disponibilité du matériel. Niveau de référence, 48%. Écart, 82%. Historiquement, seuls 48% des véhicules de défense étaient opérationnels à tout moment, les pannes immobilisant une large partie du parc. Avec les livraisons issues de Narinco et une maintenance simplifiée, la disponibilité monte à 82%, une hausse qui sécurise l'ensemble du cycle logistique. Ce bond assure une planification plus stable et une rotation fluide des équipes, réduisant les imprévus coûteux des opérations. Il révèle surtout que l'obsolescence technique constituait un verrou stratégique plus déterminant que la plupart des évaluations diplomatiques. La convergence de ces 3 indicateurs montre un déplacement structurel. Là où l'État reculait, il avance. Là où la réaction était sporadique, elle devient cohérente. Là où la dépendance dictait le rythme, la capacité locale rétablit l'initiative. Dans les réunions internes, ces données ne sont pas présentées comme des résultats définitifs, mais comme des signaux structurants. Elles modifient la perception extérieure. Les partenaires, qui considéraient le pays comme un acteur dépendant, constatent de nouvelles marges d'action. Les institutions régionales observent un alignement méthodologique entre capacité technique et ambition collective. Les populations, quant à elles, ressentent des effets tangibles. Routes moins désertées, patrouilles plus régulières, communication plus stable. En somme, ces 3 chiffres suffisent à prouver qu'un seuil stratégique a été franchi. 2 lectures opposées émergent lorsque l'on examine la transformation stratégique du Burkina Faso. La première, souvent défendue par des analystes extérieurs situés dans des centres d'études de Paris ou de Bruxelles, avance que le réalignement militaire pourrait créer une dépendance nouvelle, simplement transférée d'un pôle à un autre. Selon cette thèse, la rapidité du virage risquerait de réduire les marges diplomatiques, de fragiliser les arbitrages internes et d'installer une orientation unidirectionnelle difficile à corriger. Cette position met en avant un principe classique. Toute dépendance technique prolongée peut devenir à terme une dépendance politique.
La seconde lecture, portée par de nombreux observateurs africains, et relayée dans des analyses circulant entre le Mali et le Niger, soutient que le mouvement burkinabé n'est pas une substitution, mais une libération. Son argument central est simple. 20 années d'aide conditionnelle n'ont ni amélioré la sécurité, ni stabilisé les zones rurales, ni restauré la confiance des populations. Explorer une alternative ne constituerait donc pas un risque, mais une réparation d'un modèle devenu inefficace. Selon cette ligne de lecture, la nouvelle dynamique régionale offre un antidote à la dépendance verticale, la mutualisation des capacités et non leur transfert. Pour dépasser la confrontation théorique, il faut revenir aux données contenues dans la source. Rien n'indique une perte d'autonomie décisionnelle. Les choix essentiels, adoption du matériel, organisation interne, doctrine d'emploi, proviennent explicitement de l'état-major burkinabé. Les 3 indicateurs mesurables, réduction du temps de réaction, élargissement de la couverture territoriale, disponibilité accrue du matériel, signalent une consolidation interne plutôt qu'une contrainte imposée de l'extérieur. Les initiatives conjointes observées avec les voisins sahéliens relèvent d'une dynamique horizontale, construite sur des intérêts techniques partagés, plutôt que sur une dépendance hiérarchique. Ainsi, la meilleure conclusion Stillman est la suivante. La critique du risque de dépendance demeure légitime en théorie, mais les faits disponibles montrent que le Burkina Faso a, pour l'instant, augmenté, et non diminué, son espace de décision. Ce basculement apparaît lorsqu'un détail technique, presque anodin, renverse la lecture générale. Lors d'une inspection nocturne à Kaya, les équipes découvrent que les nouvelles unités burkinabées peuvent non seulement se défendre, mais aussi appuyer les forces maliennes en moins d'une demi-journée, un délai autrefois inconcevable pour 2 armées opérant sur des marges fragiles du Sahel. Cette simple constatation modifie 20 ans d'automatisme sécuritaire, où chaque pays attendait l'intervention extérieure pour coordonner une réaction. À partir de cet instant, la dynamique n'est plus nationale, mais régionale. Ce qui semblait être une modernisation interne devient une capacité collective émergente. Les discussions diplomatiques à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou convergent soudain vers la même hypothèse. Un corridor de réaction commune est désormais possible, même sans arbitrage extérieur. C'est dans ce glissement que la stature d'Ibrahim Traoré change de nature. Il n'apparaît plus comme le chef d'un seul appareil national, mais comme le point d'articulation d'un triangle militaire qui n'avait jamais réussi jusqu'ici à synchroniser ses tempos. Le midpoint révèle ainsi que la transformation burkinabé n'est plus une exception. Elle devient un précédent opérationnel. Les effets du basculement burkinabé ne se mesurent pas uniquement dans les arsenaux ou les rapports diplomatiques. Ils se déploient dans 4 couches distinctes. Population rurale, acteurs économiques locaux, institutions nationales et partenaires régionaux, chacune révélant ce que signifie concrètement une montée en capacité enclenchée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Population rurale. Dans les zones frontalières. Du nord et de l'est, les habitants observent la réapparition d'une présence étatique qui n'était plus ressentie depuis des années. Les patrouilles dotées de matériel fiable reviennent sur des axes où l'État n'avait plus tenu de position durable. Les marchés hebdomadaires, presque éteints, recommencent à fonctionner, avec un flux encore fragile mais perceptible. Cette respiration psychologique, née de la régularité et non du discours, marque le premier niveau tangible de la transformation. Acteurs économiques locaux. Pour les transporteurs, les petites entreprises et les coopératives agricoles, la stabilisation partielle des axes modifie immédiatement les conditions de travail. Les détours coûteux se réduisent, les jours de fermeture forcée diminuent et certains trajets abandonnés redeviennent praticables. En milieu urbain, l'arrivée du nouveau matériel crée une micro-économie de maintenance et de sous-traitance, renforçant les chaînes locales. Ces signaux ne constituent pas encore une croissance durable, mais ils réinstallent un mouvement économique
que l'on croyait effondrés. Institutions nationales. Dans l'appareil d'État, les effets sont structurels. La réduction du temps de réaction, passé de 72 à 18 heures, modifie la planification ministérielle et introduit une cohérence logistique longtemps recherchée. Les cadres administratifs, autrefois limités au relais d'information, participent désormais à la conception opérationnelle. Cette montée en capacité institutionnelle augmente la crédibilité interne du Burkina Faso et renforce la place d'Ibrahim Traoré comme garant de l'alignement entre ambition militaire, doctrine nationale et coordination régionale. Partenaires régionaux. Au Mali comme au Niger, l'évolution burkinabé est interprétée comme une preuve technique. Une défense autonome est possible. Les réunions tripartites se multiplient, les doctrines commencent à s'harmoniser et l'idée d'un corridor de réaction commune circule dans les états-majors. Cette dynamique ne constitue pas encore une alliance formelle, mais elle offre un précédent concret, contrairement aux modèles antérieurs, basés sur une supervision extérieure. Le changement burkinabé agit ainsi comme un point d'ancrage régional, influençant la manière dont 3 États du Sahel envisagent leur sécurité collective. Réunis, ces 4 couches composent un PPI. Un paysage inédit, un pays où l'État retrouve progressivement une capacité d'action tangible, où les populations ressentent un mieux faire, même limité, où les institutions renforcent leur autonomie, où la région réévalue ses marges de manœuvre. Les effets ne sont pas spectaculaires, mais ils sont cumulatifs. Et dans le Sahel, cette accumulation suffit à redessiner un horizon. Les prochains mois détermineront si la trajectoire burkinabé s'installe, s'accélère ou se fragilise. Les données disponibles permettent d'identifier 3 scénarios plausibles, chacun lié à la manière dont le Burkina Faso structurera sa capacité interne et sa coordination avec ses voisins du Sahel. Dans cette trajectoire centrale, la dynamique actuelle se poursuit sans rupture majeure. Les opérations conjointes avec le Mali et le Niger gagnent en fréquence, mais restent concentrées sur les zones prioritaires. Les indicateurs techniques connaissent une évolution modérée. Temps de réaction légèrement réduit, couverture territoriale stabilisée, disponibilité du matériel maintenue grâce à une maintenance mieux structurée. Les partenaires extérieurs adoptent une posture prudente, ni opposée, ni ouvertement favorable. Les populations perçoivent une amélioration graduelle, visible surtout dans les localités déjà réinvesties par l'État. Dans la configuration la plus favorable, l'Alliance sahélienne s'organise autour d'une doctrine commune, avec un calendrier fixe d'exercices conjoints et une grille partagée d'échanges d'informations. Les corridors transfrontaliers gagnent en stabilité, facilitant les déplacements économiques et la coordination administrative. Le Burkina Faso devient un nœud technique plutôt qu'un bénéficiaire, structurant des procédures communes avec ses voisins. Les effets se manifestent sur le terrain. Davantage de zones réoccupées, une économie locale moins entravée, une confiance sociale progressivement restaurée. Ce scénario exige une cohésion politique continue entre les 3 États, dans la trajectoire la plus fragile, des tensions diplomatiques ou des contraintes logistiques perturbent l'élan initial. Les progrès techniques se ralentissent, certaines zones redeviennent difficiles à stabiliser, et les coopérations régionales se grippent. L'impact psychologique serait notable, retour d'un scepticisme latent, baisse de confiance institutionnelle, perception d'une inertie prolongée. Ce scénario ne signale pas un effondrement, mais un étirement du temps qui érode la dynamique observée au cours des derniers mois. Recommandations de réflexion. Pour comprendre l'évolution future, un principe s'impose. Évaluer chaque trajectoire, non selon l'intention affichée, mais selon la capacité réelle à maintenir l'action dans la durée. La trajectoire burkinabé résonne différemment selon les publics, chacun mobilisant ses propres repères pour interpréter un basculement stratégique qui dépasse largement le cadre militaire. 3 groupes se distinguent, ceux qui suivent l'actualité mondiale, ceux qui connaissent la fragilité au quotidien et ceux qui s'intéressent aux transformations institutionnelles. Leur regard
éclaire la portée sociale et politique du tournant observé au Burkina Faso. Pour ceux qui observent les recompositions géopolitiques, le basculement burkinabé illustre un changement de paradigme dans le Sahel. Ils y voient la rupture d'un automatisme diplomatique, la réorganisation de certaines capitales étrangères et la montée d'un modèle qui contourne les schémas d'assistance traditionnels. Cette lecture se concentre l'attention sur la vitesse du changement et sur la manière dont une décision locale peut produire des ricochets internationaux. Pour ceux qui connaissent l'incertitude économique ou sécuritaire, ce récit parle d'abord de la capacité d'un État à reprendre pied après des années d'usure. Il s'identifie aux villages isolés, aux marchés qui renaissent timidement et à la valeur concrète d'une patrouille régulière. Leur regard se forge dans la proximité. Une route réouverte signifie du travail retrouvé. Un délai de réaction réduit signifie une peur un peu moins pesante. Pour ceux qui étudient les systèmes publics, la transformation burkinabé devient un laboratoire. Ils observent comment une décision technique déclenche une réorganisation administrative, modifie les chaînes de commandement et restructure les alliances régionales. Leur attention se porte sur la cohérence interne, la consolidation logistique et l'émergence d'une autonomie décisionnelle crédible. Malgré des attentes différentes, ces trois regards convergent vers une même interrogation. Comment un pays change-t-il réellement de trajectoire lorsqu'il décide d'agir plutôt que d'attendre ? La trajectoire burkinabé offre un cadre de réflexion pour une réorganisation progressive et mesurable des capacités locales. Afin de renforcer cette dynamique et de la rendre pérenne, voici 5 étapes à suivre, chacune liée à un acteur spécifique, une action ciblée et un indicateur mesurable. Cette feuille de route vise à solidifier l'autonomie stratégique, tout en consolidant les acquis observés au niveau régional. Qui ? Les équipes logistiques nationales. Quoi ? Harmoniser les protocoles de diagnostic, de réparation et de suivi. Mesure, pourcentage hebdomadaire de véhicules opérationnels. Cette étape stabilise la base technique sur laquelle reposent toutes les actions suivantes, assurant la continuité des opérations. Qui ? Les états-majors du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Quoi ? Élaborer un calendrier fixe d'exercices conjoints et une grille d'échange d'informations. Mesure, nombre d'opérations synchronisées réalisées dans les délais. Cette étape renforce la coopération régionale et assure une réponse rapide face aux défis transnationaux. Qui ? Les commandements territoriaux. Quoi ? Sécuriser 3 axes stratégiques pour le retour progressif des infrastructures civiles. Mesure, fréquence des patrouilles et réouverture des marchés hebdomadaires. Cet objectif permet de rendre visibles les effets tangibles de la transformation sur la vie quotidienne des populations. Qui ? Les ministères sectoriels. Quoi ? Développer des cellules d'analyse interne autonomes, capables de concevoir des plans opérationnels locaux. Mesure, nombre de plans opérationnels conçus localement. Cette étape réduit la dépendance méthodologique extérieure et renforce la prise de décision interne. Qui ? Les administrations communautaires. Quoi ? Construire une relation régulière et transparente avec les populations. Mesure, taux de participation aux réunions locales. Cette étape est essentielle pour maintenir la confiance populaire, clé de la pérennité du changement. La transformation burkinabé résonne particulièrement dans la scène de Kaya, où des soldats, d'abord incrédules, prennent possession des nouveaux véhicules SR5. Ce moment suspendu, où l'effort collectif devient palpable, incarne bien plus qu'un progrès matériel. Il est la manifestation concrète de l'espoir retrouvé. L'image de ces hommes, dans l'obscurité du matin, n'est pas celle de soldats en attente, mais de forces désormais prêtes à agir sans dépendre d'un soutien extérieur. Ce retour à la réalité, pourtant modeste dans son apparence, marque un tournant fondamental. La souveraineté ne réside plus dans l'acier, mais dans la capacité d'utiliser l'acier avec autonomie, efficacité et détermination. La souveraineté s'exerce, non par des gestes spectaculaires, mais dans le quotidien. Dans les basses classes du Nord,
des soldats à peine plus âgés que ceux de Kaya se retrouvent face à des cartes qui ne sont plus des objets de planification, mais des instruments d'action. Un simple ajustement, presque administratif, modifie en profondeur la manière de concevoir la défense nationale et régionale. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas seulement une question de sécurité ou de matériel, mais de choix souverains, profondément humains. Chaque décision prise sous l'impulsion de la dynamique actuelle transforme la manière dont cet État s'affirme sur la scène internationale. C'est cette capacité à agir qui définit l'avenir, non seulement pour le pays, mais pour toute une région qui réécrit lentement les règles de la coopération et de la résilience. À mesure que cette trajectoire prend forme, il est impératif de réfléchir à ce que cela signifie pour vous, pour nous tous. Comment cette vision de la souveraineté peut-elle être appliquée à d'autres contextes fragiles? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce changement de cap, non comme une exception, mais comme un modèle viable pour d'autres nations? Pour soutenir une telle transformation, il est crucial de participer à la conversation, de manière active, ouverte, et avec l'engagement nécessaire à faire évoluer les systèmes en place. Rejoignez cette réflexion.